Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter la lecture linéaire 6 de Flaubert qui se nomme Madame Bovary et publiée en 1857. Donc avant de commencer, je vous présente de quoi je suis muni, donc mon texte, ainsi que de mes notes. Voilà. Donc, le réalisme, mouvement littéraire du 19e siècle, s'est attaché à peindre la réalité de tous les mouvements sociaux en abandonnant toute forme d'idéalisation. Ainsi, Gustave Flaubert, s'inscrivant dans ce mouvement, publie en 1857 le roman Madame Bovary, où il relate la vie d'une héroïne aspirant à une vie idéale et qui pourtant sera confrontée à la vie médiocre, à la vie à laquelle elle voudrait y échapper par tous les moyens. Donc, le texte proposé est extrait de la seconde partie, chapitre 9, et se situe après l'entrée de Rodolphe Boulanger de la Huchette dans la vie d'Emma ainsi que dans le roman. Ils sont désormais amants et cette relation amoureuse va apporter à l'héroïne éponyme un bonheur jusqu'à présent ignoré. Passons donc à la lecture. Et dès qu'elle fut débarrassée de Charles, elle monta s'enfermer dans sa chambre. D'abord, ce fut comme un étourdissement. Elle voyait les arbres, les chemins, les fossés. Rodolphe, elle sentait encore l'étreinte de ses bras, tandis que le feuillage frémissait et que les joncs sifflaient. Mais, en s'apercevant dans la glace, elle s'étonna de son visage. Jamais elle n'avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d'une telle profondeur. Quelque chose de subtil, épandu sur sa personne, la transfigurait. Donc, nous nous demanderons en quoi cet extrait est-il emblématique du bovarisme. Pour y répondre, l'étude s'attachera à suivre les 4 mouvements majeurs du texte. Donc, de la ligne 1 à 5, Emma fait l'analyse de sa balade avec Rodolphe. De la ligne 6 à 9, l'auteur dénonce le narcissisme de son héroïne. De la ligne 10 à 17, il se penche sur l'éloge de la passion adultère. Et de la ligne 18 à la fin, il dénonce l'identification d'Emma à des personnages romanesques. Donc Emma se remémore cet instant passionné et romantique avec Rodolphe, tandis que Charles devient une entrave pour son bonheur. En effet, Emma perd ce repère. Elle n'aspire plus qu'à fuir la médiocrité de sa vie. Cela est mis en avant par la voix passive associée au participe passé et appuyée par la proposition subordonnée circonstancielle de temps dès qu'elle fut débarrassée de ligne 1, qui montre son mari comme un fardeau dont elle souhaite impatiemment se libérer car il incarne la situation sociale amère d'Emma. De plus, le verbe pronominal s'enfermer ligne 1 souligne la volonté d'Emma de se déconnecter de la réalité et de se projeter mentalement son bonheur. Cette passion partagée avec Rodolphe est aussi un bouleversement physique. Cela est montré par la comparaison comme un étourdissement ligne 3. De plus, l'extrait est écrit au point de vue interne d'Emma, qui reste le sujet de la majorité des verbes d'action et de la totalité des verbes de perception. Voyez, sentez, s'étonna, ligne 3, 4 et 6. Ainsi, la nature est convoquée et réagit comme le troisième actant de cette relation amoureuse. Les arbres, les chemins et les fossés, ligne 3 à 4, sont mis au même plan que Rodolphe par le biais de la juxtaposition. Ainsi, la nature vibre à l'unisson de ces deux cœurs amants et se fait le reflet de leur passion. Le frisson de l'amour qu'éprouve Emma au souvenir de l'étreinte de Rodolphe est incarné dans la nature, le feuillage frémissait, ligne 5, qui renvoie à la communion entre cette nature reflet du moi, un topos de la littérature romantique. Dès lors, Flaubert ne décrit pas directement cette scène érotique, il la suggère. L'étreinte est le seul thème qui fait une relation explicite à la relation amoureuse. Cette analepse consacrée dans la première partie du texte est l'occasion d'introduire dans le second mouvement le narcissisme d'Emma. Donc nous passons au mouvement 2, le narcissisme d'Emma de la ligne 6 à 9. Le narcissisme est l'admiration de soi-même. Pour Emma, le fait d'être amoureuse l'épanouit, et c'est son propre reflet, donc elle s'aime quand elle est amoureuse. C'est un cercle vicieux qui confère à une dimension narcissique de l'amour. En effet, le thème du reflet de soi est relaté. Il est exprimé par la tournure pronominale en s'apercevant dans la glace, qui fait allusion au mythe de Narcisse, extrait des Métamorphoses d'Ovide, qui voit son image réfléchie sur l'eau.
Aussi, son regard est-il déformé. Ce n'est plus cette femme adultérine, mais cette femme dont la vie rêvée et si désirée, ce qui met en évidence le superlatif si, les yeux si grands, si noirs, nés d'une telle profondeur, lignes 7 et 8. Emma se découvre elle-même, forme pronominale des verbes et la description de son visage métamorphosé, quelque chose de subtil épandu sur sa personne à transfigurer. Ligne 8. Cette périphrase désigne la relation amoureuse qui la rend plus belle. Le choix d'un mot aussi banal prend un aspect négatif chez Flaubert qui dénonce son héroïsme. Donc, nous passons au mouvement 3, donc l'éloge de la passion adultère, de la ligne 9 à 17. Emma demeure tout à la joie de son adultère. Ici, le mot amant n'a aucune connotation d'immoralité, bien au contraire, il est source de bonheur. Emma ne réalise pas ce qui lui arrive. Le verbe se répéter associé à un amant, ligne 10, traduit l'excitation et la volonté de se convaincre de la réalité du changement dans sa vie. Cette volonté à parvenir à la vie tant rêvée la conduit à accepter l'immoralité, l'extase. Les deux phrases exclamatives j'ai un amant, ligne 10, soulignées par le verbe se délectant, ligne 10, attestent à la notion de plaisir fondée à l'idée même de l'adultère, mais petit à petit, cette passion qualifiée comme une autre puberté va atteindre l'esprit. Aussi, le futur proche, elle allait donc posséder, ligne 11, associé à l'adverbe enfin, traduit l'assouvissement d'un espoir longtemps regardé comme inaccessible. Elle entrait dans une nouvelle ère exprimée par la gradation ascendante, passion, extase, délire, ligne 14. Cette relation nouvelle est qualifiée par la périphrase de quelque chose de merveilleux, ligne 13, qui permet de taire l'adultère. L'exaltation du sentiment suggérée par l'abondant champ lexical, amour, passion, sentiment, fut l'objet d'une attaque envers le romantisme. Emma se révèle donc sous les traits d'une héroïne romantique, pétrie des sentiments, qui fait de son moi le sujet de ses observations et néglige toute forme de morale, afin d'assouvir ses désirs les plus chers. Ainsi, Flaubert condamne-t-il le bovarisme d'Emma et ses pauvres films à l'eau de rose. Si Flaubert s'attaque au potentat du sentiment et du moi décrété par les romantiques, il s'attache aussi à s'adonner à une réécriture parodique de deux œuvres qui leur sont chères. Donc nous passons au dernier mouvement, c'est-à-dire l'identification d'Emma à des personnages romanesques de la ligne 18 à la fin. Le décalage entre réalité et fiction est une source inéluctable de déception. Derrière Emma se cache Flaubert, décidé à dénoncer les méfaits d'une littérature trop sentimentale sur un esprit jeune et crédule. Après avoir observé les changements causés par la passion sur sa personne, Emma finit par se rappeler les héroïnes des livres qu'elle avait lus, ligne 18. Commence le processus d'identification à des idéaux théoriques, représentation d'Emma, qui passe du statut d'héroïne actrice à celui de lectrice passive, et ces femmes adultères, ligne 19, qu'elle a tant enviées, ligne 23, tant admirées qui l'ont fait rêver, se posent désormais en sœurs, ligne 20. L'utilisation de ce terme permet à Emma, par le biais de la parentalité, de créer un lien entre la lectrice qu'elle est et les héroïnes de ses livres. Ainsi, Emma se place-t-elle sur le même pied d'égalité que ces êtres de papier qu'elle trouve dans ses lectures. C'est par le tranchement d'une Emma, personnage et lectrice, que Flaubert met en évidence l'expérience du lecteur, une expérience qui emprunte bien le chemin de l'identification. Lorsque Emma fait appel à ses souvenirs de lecture, elle dresse un tableau de ce qui lui apparaît la légion lyrique de ces femmes adultères qui l'a charmée, ligne 20. Le sens étymologique du verbe chanter signifie envoûtement. À cet égard, le chant de ces femmes rappelle celui des sirènes, qui dans l'Antiquité qui séduisaient les marins et les détournaient du bon chemin. Ici, l'adultère est charmant. Emma est donc envoûtée, ensorcelée. Nous avons la voix de Flaubert qui dénonce les dangers de la lecture, car comme Emma, certains lecteurs confondent réalité et fiction.
En outre, la polysémie du vers met en avant les attraits de l'adultère, mais montre également que ce chant agit tel un sortilège destiné à évincer celle qui l'écarte du bon chemin. La fiction et le réel étant bien délimités, le lien qui unit le personnage au lecteur relève bien sûr de l'imaginaire. Dans ce texte, Emma rejoint le type d'amoureuse, donc dans la ligne 23, qu'elle trouve dans ses livres. Elle devient comme une véritable partie de ses imaginations, ligne 21. Véritable et imagination montrent la situation vécue par Emma et le caractère fictif de ces aventures que connaissent ces femmes adultères. Ligne 19. Mais Emma confond fiction et réalité, car elle parvient à réaliser les longues rêveries de sa jeunesse. Ligne 22. Après avoir tant espéré, Rodolphe lui donne enfin l'occasion de vivre ce qu'elle avait tant espéré et toujours regardé comme irréel. Désormais, il ne s'agit plus pour Emma de s'identifier aux héroïnes de roman, elle en devient une elle-même. Emma vit donc ses rêves, le complément du nom imagination souligne le danger du romantisme sur les esprits faibles et crédules. Donc c'est à corps perdu qu'Emma se jette dans cette relation amoureuse tant louée par ses lecteurs de prédilection. Ce passage, illustrant le début du bonheur pour Emma, augure le début de la déchéance. Les lectures qui ont nourri ses rêves lui ont gangrené l'esprit jusqu'à lui faire oublier toute forme de morale. Aussi, Flaubert profite-t-il de cette déviance de son personnage pour procéder à la critique de la littérature romantique qui passe par un réinvestissement parodique des grands topos chers aux écrivains du XIXe siècle. En outre, ce texte est emblématique du bovarisme dans la mesure où le monde homérique construit pour Emma rejoint le réel et devient sa réalité. Nous pourrions donc pas rapprocher le personnage d'Emma à celui de Don Quichotte de Cervantes, en ce qu'ils symbolisent tous les deux l'altération de l'esprit par une littérature nuisible.